L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Madame Fioraso, nous n'allons pas trop parlé de politique politicienne ce matin avec Gilles et avec vous, mais ça n'empêchera pas un certain nombre de questions d'être vraiment problématiques. Par exemple, moi je me demande, avant qu'on parle du bac, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de Google en France? Puisque finalement nos chercheurs cherchent, mais ils ne trouvent rien ou quoi? Parce qu'il y a des pays comme la Corée du Sud où il y a l'équivalent de Google. Nous, on n'a pas cette arme-là contre l'invasion du numérique dans le monde. Comment ça se fait? C'est une question qu'on peut se poser effectivement, d'autant que ça n'est pas nouveau. Souvenez-vous que Internet a quand même été d'abord découvert en France, au CERN. Et puis ensuite, c'est la DARPA et les États-Unis qui ont récupéré, qui ont valorisé. Je crois qu'il y a un problème. Vous voulez me donner envie de me suicider dès le matin, quoi. Pas du tout, pas du tout. Moi, je suis pleine d'énergie, pleine d'optimisme. On a une recherche d'excellente facture, d'excellent niveau. Donc, il ne faut pas dire que les chercheurs ne trouvent pas. On a une recherche qui nous place. Nicolas Sarkozy avait dit à un moment, vous vous souvenez, oui, il avait dit qu'ils cherchent dans des domaines qui sont extrêmement pointus, mais dans l'application, ils ne sont pas très bons. Non. Ou ils n'en veulent pas. De Gaulle l'avait dit également. Bref, tout le monde le dit un peu à un moment donné. Ça, c'est un peu café du commerce, si je peux me permettre. Mais nous sommes 6e en matière de publication scientifique et de niveau scientifique. Donc on a une très bonne qualité scientifique de nos chercheurs. Là on est moins bon, et là vous avez raison, c'est sur la transformation de l'invention en innovation. Nous sommes là, suivant les critères, entre le 18e ou le 22e rang mondial. Donc vous voyez la différence. Donc vous voyez bien qu'on a pointé ensemble ce matin un vrai problème. C'est ce qu'on appelle la vallée de la mort. Ce qui sépare en fait l'invention de l'innovation. Donc tout l'effort porté par la loi, outre la réussite étudiante, quand même un énorme problème en premier cycle à l'université, tout l'effort porte sur justement la façon de remplir cette vallée de la mort et de faire en sorte qu'elle n'existe plus. Comment organiser le transfert. Et ce ne sont pas seulement des mesures fiscales, ça passe par des mesures fiscales, mais on voit bien que ce ne sont pas seulement des mesures fiscales. On plafonne à 2,2% du PIB dédié à la recherche. Mais est-ce que c'est pas trop tard depuis 10 ans. Mais ça veut dire que Google, c'est une entreprise commerciale, même si ça fonctionne au départ sur des algorithmes, donc c'est un truc de matheux. Il faut quand même de la techno. Hein. Oui, bien sûr, il faut la technologie. Moins elle se voit, plus il y en a. Mais d'accord, mais il n'y a pas un Français qui a un moteur de recherche qui existe actuellement, que le gouvernement pourrait pousser pour essayer de concurrencer Google? Alors si, dans le numérique, il y a des startups qui se montent avec l'espoir de devenir plus gros. On a plusieurs problèmes. Pardonnez-moi, je suis peut-être une fixation, mais vous êtes là et c'est un sujet important. Mais bien sûr, c'est un sujet important, mais je pose la question régulièrement à mes interlocuteurs. Il n'y avait pas de stratégie vraiment de recherche au cours de ces dernières années. On a mis en place une stratégie de la recherche avec un agenda de la recherche qui définit des priorités qui s'harmonisent avec celle de l'Europe, parce qu'on faisait des choses de façon totalement décousue finalement. Donc on prend des grandes orientations. On fait en sorte aussi que le privé investisse davantage dans la recherche, parce que si on regarde la structure de notre investissement dans la recherche, c'est 60-40, 60 pour le public, 40 pour le privé. Moi je reviens du Japon, avec le président de la République, d'abord il y a le double quasiment d'investissement dans la recherche, en pourcentage de PIB. Puis par ailleurs, les proportions sont inversées. C'est à 80% quasiment du privé et à 20% seulement du public. Donc on a un problème, on a vraiment un problème dans le numérique, de rapprochement entre le privé et le public. C'est pour ça qu'on va ouvrir de plus en plus les universités vers l'entreprise, vers leur écosystème, donner des cours d'entrepreneuriat à l'université et faire en sorte de valoriser la recherche technologique. Ce qui nous manque dans notre pays, ce qui est très présent en Corée, ce qui est très présent au Japon, c'est la recherche technologique. On consacre globalement, si on cumule tous les investissements d'avenir, tout ça, crédit impôt recherche et le budget du ministère de la Recherche, quand même le 3e de l'État, enseignement supérieur recherche, et on consacre à peu près 33% du budget, des 50 milliards d'euros qu'on investit chaque année, à la recherche fondamentale. Et seulement 10% à la recherche technologique. En Allemagne, il y a les Fraunhofer, on aime l'industrie. Et du coup, Apple, Google... mais du coup, on est dans une situation dominante. Il faut apprendre à aimer notre industrie et il faut que les entreprises réinvestissent dans la recherche. Voilà, c'est l'objet d'un certain nombre d'outils qui sont mis en place par Bercy. Mais de mon côté, il faut que je convainque et les chercheurs, mais surtout les PMI, PME et les sortir de la vallée de la mort. Voilà, à oublier qu'il y a une vallée de la mort et à faire en sorte de se rapprocher. J'ai lancé un certain nombre de projets. On va prendre un certain nombre de questions parce que c'est important. Excusez-moi. Gilles Leclerc. Geneviève Forasso, en attendant les futurs prix Nobel de la recherche... On les a, hein. Oui, on en a quelques-uns, c'est vrai. C'est Google qu'on n'a pas. Voilà. Oui, alors, en attendant, il y a des futurs bacheliers, parce que c'est dans quelques jours, le bac. On a déjà au moins un chiffre, c'est que sur l'admission post-bac, l'APB, on a eu les chiffres hier, un tiers des futurs bacheliers veulent intégrer l'université. Vous trouvez que c'est, au fond, un bon chiffre? C'est pas assez? C'est peu? C'est pas assez?
Mais ils sont plus attirés au fond par les grandes écoles, par les écoles privées. Ça vous pose une question? Ça veut dire que l'université n'attire pas ou pas assez? Non, ils ne sont pas attirés par les grandes écoles. Les écoles, ça a toujours été, c'est relativement stable. Non, mais ils utilisent des stratégies de détournement des 2 premières années à l'université. Regardez le nombre d'étudiants, y compris titulaires de bacs généraux, qui veulent aller dans les IUT, dans les BTS, et savent très bien qu'ensuite, ils vont poursuivre des études. Donc, c'est pour ça que la loi réoriente les titulaires de bac pro et de bac techno, qui du coup, dont une partie d'entre eux reste sur le carreau parce que leur place est prise dans les BTS, dans les sélections STS et dans les IUT par des titulaires de bac généraux. Donc il faut d'abord bien orienter les bacs pro, les bacs techno vers les STS, vers les IUT pour lesquels ils sont formés. Ensuite, convaincre les bacs généraux d'aller à l'université. Comment? En améliorant l'image. La qualité de la formation est excellente à l'université. Simplement, elle souffre d'une image d'abord de méconnaissance. Parce que quand on est lycéen, on ne sait pas ce qui vous attend à l'université. Les IUT, les BTS, c'est comme au lycée. En gros, il y a une classe, il y a des profs, on ne bouge pas. Enfin, on sait ce qui vous attend. Comment vous remédiez à cette mauvaise image de la fac? On remédie avec Vincent Payon en lançant toute une action, ce qu'on appelle -3+3. C'est-à-dire qu'on va informer sur la façon dont est organisée l'université. Amener des profs d'université. Donc vous dites qu'il y a un déficit dans l'orientation et dans la présentation des choses. Oui, il y a eu petit à petit une dérive dans l'orientation. Donc on remet en route, on met des quotas qu'on négocie, que les recteurs négocient avec les territoires et les responsables des sections STS et IUT, un quota de bac pro et de bac techno. Ensuite, on fait en sorte qu'à l'université, les étudiants n'arrivent pas sans rien connaître. C'est-à-dire qu'on fait cette information en amont avec Vincent Payon. On fait une spécialisation progressive de la licence, de façon à ce que les étudiants puissent se réorienter sans redoubler. Aujourd'hui, ils sont seulement 34% à réussir leur licence en 3 ans. Nos voisins allemands, sans filière sélective à l'université, sont à 60%. Donc il y a bien un problème. On introduit le numérique et on a un encadrement davantage personnalisé et on crée 1000 postes par an pendant 5 ans pour mieux encadrer le parcours des élèves. Toujours sur le bac, il y a un chiffre qui est sorti hier. Le coût du bac serait d'1,5 milliard d'euros. Franchement, à ce prix-là, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, en une journée, on est passé de 100 millions à 1 milliard. On a entendu beaucoup de chiffres. Celui-là est quand même sorti. Là, ça prouve que c'est flou. Donc, on a envie de se demander à quoi bon? C'est vraiment, ça coûte 1,5 milliard alors que quand même beaucoup de... J'attends d'avoir un chiffre un peu stabilisé. Ouais. Il faut réfléchir au bac. Ça concerne autant Vincent Payon que moi, donc on va y travailler ensemble. Bon, c'est un vous dites qu'il faut y réfléchir, ça veut dire que la question est posée? Faut tenir maintenir le bac, ce que vous dites ce matin? La question est posée depuis un certain temps. Régulièrement, c'est un peu un marronnier qui revient, on se pose la question. Néanmoins, il faut l'envisager sérieusement. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un continuum davantage entre le lycée et l'enseignement supérieur, que davantage de jeunes poursuivent des études supérieures. 47% seulement des bacs pro, par exemple, poursuivent des études supérieures. C'est un problème parce que notre industrie est déjà trop bas de gamme, pas suffisamment haut de gamme dans ses produits et ses services. Si on n'a pas un personnel qualifié dans le domaine professionnel et technologique... Mais pourquoi pas faire du contrôle continu finalement pour l'essentiel des élèves, ça coûterait moins cher à l'État, ce serait extrêmement simple. On va y penser. Moi, je veux que tout soit discuté, tout soit mis sur la table, parce que le bac, c'est aussi un passage dans la vie. Il y a des un passage symbolique important. Il y a des étapes. Voilà, je crois qu'il faut envisager le problème sous toutes ses coutures. Si ça coûte 100 millions d'euros, c'est pas non plus la même chose que si ça coûte 1,5 milliard d'euros. Est-ce que vous vous associerez ce matin à l'hommage qui est rendu à Pierre Mauroy et quel est finalement, puisque cet hommage est rendu par l'ensemble du gouvernement et même par des personnalités d'opposition, qu'est-ce que ça représente pour vous qui êtes ministre d'un gouvernement de gauche? C'est surtout que ça représente vraiment quelque chose d'important pour moi. J'ai travaillé avec Hubert Dubedou. Le maire de Grenoble. Oui, le député maire de Grenoble, qui est assez précurseur en matière de multiculturalisme, aménagement de la ville, politique de la ville. D'ailleurs, il a payé le prix de son courage. Il s'est fait battre sur des rumeurs de type raciste. Et il a toujours été très niais. Bien, il appartenait au courant mauroy. Et du coup, moi, quand j'ai démarré en politique, je faisais partie aussi du courant mauroy. C'était quelqu'un qui faisait vibrer dans ses discours. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ses discours. C'était un tribun qui savait... toucher les fibres des militants socialistes et en même temps, sur le plan économique, il a été très pragmatique, assez rapidement.
assez rapidement. Donc c'est quelqu'un qui savait, tout en touchant la fibre de générosité, bon, je dis pas que seule la gauche est généreuse, mais je veux dire, en touchant la fibre quand même de la solidarité de la gauche, il avait des discours vraiment qui vous touchaient, qui vous remuaient. Rien qu'en y pensant, ça me fait cet effet. Et puis, il a fait de Lille une ville formidable. Il a complètement transformé Lille. Et moi j'aime bien les élus qui aiment leur ville, qui transforment les choses, qui sont constructeurs. Gilles Leclerc, nous sommes en direct avec On va revenir quand même sur votre ministère, puisque l'Assemblée nationale a voté en première lecture votre projet de loi. Ça vient au Sénat la semaine prochaine. Et la Cour des comptes dénonce, je citais, des retombées macroéconomiques de votre ministère faibles, alors que vous êtes, vous l'avez souligné tout à l'heure, un des seuls ministères à pas être trop touché quand même par les restrictions de budget. Comment ça se fait ? Je ne tire pas la conclusion des préconisations de la Cour. Quand il y a une réduction des crédits de la recherche, ce n'est pas ce que la Cour des comptes dit. D'ailleurs, Louis Gallois, dans son rapport, préconise également qu'on sanctuarise les crédits de la recherche. On en termine d'ailleurs. Et on est en dessous de 3%, qui faisait partie des préconisations de Lisbonne, puisqu'on plafonne à 2% du PIB. Non, ce que j'en tire comme conclusion, ça me renforce dans les préconisations, encourager le transfert, lancer des opérations, je l'ai déjà fait, de l'Agence nationale de la recherche avec 100 PMI, PME, parce que ce sont les PMI, PME qui ont besoin d'être irrigués par la recherche et l'innovation, si on veut qu'ensuite elles grandissent. Pousser la recherche technologique, ce que fait CEA Tech, c'est formidable, les prix d'innovation, les trophées d'innovation par le CNRS, c'est formidable. On a besoin de la recherche fondamentale de qualité. D'ailleurs, les Coréens nous prennent nos prix Nobel en mathématiques. Donc, vous voyez qu'il faut aussi une recherche de base de qualité. Voilà. Mais on a besoin aussi de la transformer en emploi. Donc, il faut pousser les feux de la recherche technologique et il faut continuer à acculturer les entreprises à la recherche publique et la recherche publique aux entreprises, chacun dans sa mission, au service de la création d'emplois innovants. Vous voyez, je suis optimiste. Merci beaucoup Geneviève Fioraso. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et que vous étiez en direct ce matin sur Radio Classique et Public Sénat. Mon cher Gilles, nous nous retrouvons demain. Rappel des titres dans une seconde.